La Hongrie ne se rend pas à Bruxelles pour des discussions polies ou des gestes symboliques. Viktor Orban entre dans une confrontation politique décisive qui pourrait façonner l'avenir de l'Europe. Ce n'est pas une guerre menée avec des armes, mais un conflit bien plus dangereux. Un conflit qui décidera si l'Europe s'engage vers une confrontation directe avec la Russie ou si elle recule au bord du précipice. Orban sait exactement ce qu'il attend, et ce sommet tournera autour d'une seule question qui éclipse toutes les autres, la guerre ou la paix. Les impressionnants dossiers sur l'élargissement aux Balkans occidentaux, le budget sur 7 ans, la politique migratoire, les relations avec le Moyen-Orient, tout est soigneusement présenté comme si cela comptait vraiment. Mais Orban n'y croit pas une seconde. Il voit clair dans le jeu. Aucun de ces sujets ne recevra une réelle attention car un seul thème va tout absorber. La question de la guerre et de la paix avec la Russie. Orban décrit un sommet entièrement dominé par un seul débat. La véritable question sur la table est de savoir si l'Europe continue d'accroître son soutien militaire et financier à l'Ukraine ou si elle attend que les négociations de paix américano-russes produisent des résultats. Tout le reste n'est que du bruit. Orban divise l'affrontement politique en 2 camps. Le premier est le camp de la guerre, qui veut un soutien illimité à l'Ukraine, quelles qu'en soient les conséquences. Ils veulent la poursuite des livraisons d'armes. Ils veulent que l'aide financière continue d'affluer. Ils veulent que l'Europe s'engage totalement dans la confrontation avec la Russie. De l'autre côté se trouve le camp de la paix. Ce camp ne veut pas que l'Europe se précipite dans des décisions stratégiques irréversibles. Il soutient les efforts diplomatiques américains et souhaite éviter toute mesure susceptible de saboter les négociations de paix. Orban place clairement la Hongrie dans ce second camp. L'arme centrale de ce combat est l'argent, précisément 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés actuellement dans les banques européennes. Bruxelles a un plan pour cet argent et Orban le considère comme le plus dangereux qu'il ait vu en des décennies de politique européenne. Pendant des années, le gel de ces avoirs russes nécessitait l'approbation unanime de tous les États membres de l'UE tous les 6 mois. Cela signifiait que chaque pays, y compris la Hongrie, disposait d'un droit de veto. Cela signifiait que les États-nations conservaient un pouvoir réel sur des décisions financières majeures affectant leur souveraineté et leur sécurité. Puis Bruxelles a décidé que l'unanimité était gênante. Le cadre juridique a été modifié d'une manière qu'Orban considère comme totalement illégale. Le veto de la Hongrie a disparu du jour au lendemain. Orban y voit une violation flagrante de l'état de droit, une prise de pouvoir bureaucratique qui dépouille les États-nations de droit qui leur appartiennent clairement. Et même s'il engage des actions en justice, le mal est déjà fait. Ursula von der Leyen n'a pas reculé et a contre-attaqué en dénonçant le soutien supposé d'Orban à Vladimir Poutine et en s'attaquant à ses positions sur la migration. Si Bruxelles peut supprimer l'exigence d'unanimité sur une question aussi cruciale, quelle sera la prochaine étape? Orban voit Bruxelles avancer vers une nouvelle forme de dictature bureaucratique, où les droits des nations souveraines sont confisqués par des manipulations procédurales. Mais la véritable explosion survient avec la prochaine étape envisagée par Bruxelles après le gel des avoirs, la confiscation totale. Prendre ces 210 milliards d'euros à la Russie et les transférer directement à l'Ukraine. Oui, à l'Ukraine, le pays actuellement en guerre contre la Russie. L'évaluation d'Orban est sans ambiguïté. Prendre les avoirs d'un camp engagé dans une guerre et les donner à l'autre franchit toutes les lignes rouges des relations internationales. L'Union européenne prétend ne pas être une partie directe au conflit russo-ukrainien, mais une telle action la rendrait immédiatement partie prenante. Il serait impossible pour la Russie d'interpréter cela autrement que comme un acte de guerre. La question est alors, quelle sera l'ampleur de la riposte russe? Orban ne s'est pas contenté de spéculer. Il y a quelques semaines, le Premier ministre hongrois a écrit une lettre à Vladimir Poutine avec 2 questions précises. Si l'UE confisque les avoirs russes, y aura-t-il des contre-mesures? Et la Russie tiendra-t-elle compte de la manière dont chaque pays a voté? La réponse de Poutine a été « on ne peut plus clair ». Il y aura de fortes contre-mesures utilisant tous les outils disponibles dans le cadre du droit international. Et oui, la Russie prendra absolument en compte la position de chaque État membre de l'UE. Pour la Hongrie, c'est un soulagement.
elle a obtenu une forme d'assurance en affichant clairement son opposition à la confiscation avant toute décision. Mais qu'en est-il des pays qui voteront oui? Ils vont découvrir ce qu'est une guerre économique lorsque la Russie ripostera par des outils juridiques, des restrictions commerciales et des mesures ciblées contre des entreprises et des institutions. Si Bruxelles peut supprimer l'unanimité et saisir des réserves de change étrangères, qu'est-ce qui l'empêcherait de saisir les réserves de n'importe quel pays? Orbán se prépare à ce cauchemar car les réserves de change hongroises sont détenues dans les mêmes institutions que les avoirs russes. Une fois le précédent établi, aucun argent national n'est en sécurité. Il a déjà demandé au ministre hongrois des Finances et au gouverneur de la Banque centrale de préparer des plans de contingence pour déplacer les réserves hongroises si Bruxelles va jusqu'au bout, car la confiance dans les institutions financières européennes s'évapore dès qu'elles deviennent des instruments de guerre politique. Parlons maintenant de la Belgique, qui est sur le point de se retrouver piégée. La Belgique détient la majorité des avoirs russes gelés via une société financière appelée Euroclear. Cela place la Belgique au cœur de tout plan de confiscation et dans un piège économique sans bonne issue. Le Premier ministre belge pourrait bien avoir le pire week-end politique d'Europe. Ce que Bruxelles veut faire est manifestement illégal au regard du droit international, et c'est la Belgique qui devra l'exécuter. Si Euroclear s'effondre sous le poids de cette décision, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne capable de faire tomber tout le système financier belge. Euroclear possède également environ 16 milliards d'euros d'actifs en Russie. Lorsque la Russie ripostera, ces actifs pourraient être les premières cibles. Et lorsque la Russie gagnera inévitablement les procédures juridiques internationales qui suivront la confiscation, quelqu'un devra rembourser l'argent saisi. Et ce quelqu'un sera la Belgique. Le commerce extérieur belge a déjà chuté de plus de 3%, avec des exportations tombées à 33 milliards de dollars. Bruxelles demande donc, en pratique, à la Belgique de se suicider financièrement. Orbán décrit le dirigeant belge comme le politicien le plus spirituel d'Europe, avec un goût pour l'humour noir. Leurs conversations récentes incluent des plaisanteries sur celui qui est actuellement l'enfant terrible de Bruxelles. Orbán lui aurait même dit félicitations pour avoir pris le relais, car il n'est plus le numéro 1. Cet honneur revient désormais à la Belgique. Puis, il y a l'Allemagne. Il y a 4 ans, au début de la guerre en Ukraine, 2 pays plaidaient ouvertement pour la paix et la diplomatie, l'Allemagne et la Hongrie. Les Allemands affirmaient qu'ils n'enverraient pas d'armes, seulement du matériel de protection, et qu'il n'y aurait aucune discussion sur des sanctions énergétiques contre le gaz et le pétrole russe, car cela aurait dévasté leur économie. Aujourd'hui, l'Allemagne est devenue le principal faucon de guerre en Europe. Des casques, elle est passée au système d'armes avancées. De la protection des importations énergétiques, elle est passée au leadership des sanctions. Le chancelier allemand affirmait encore récemment que toucher aux avoirs russes gelés détruirait le système financier européen. Aujourd'hui, l'Allemagne pousse plus que quiconque à la confiscation totale. Orbán décrit l'Allemagne comme imprévisible, impossible à comprendre. Autrefois, elle était une boussole fiable pour une politique européenne sensée. Aujourd'hui, elle dérive pas à pas vers une confrontation directe avec la Russie. Ce n'est pas seulement de la rhétorique. L'Allemagne transforme activement des pans de son économie en économie de guerre. Le service militaire est réintroduit et ses dirigeants parlent ouvertement de se préparer à une guerre avec la Russie à l'horizon 2030. Orbán établit une comparaison historique inquiétante avec la Première Guerre mondiale. Lorsque l'archiduc François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo, les habitants de Budapest, Vienne et Belgrade continuaient à boire leur café en terrasse. Ils ne comprenaient pas comment une erreur diplomatique pouvait plonger l'Europe dans une guerre continentale en quelques semaines. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. Orbán voit aujourd'hui la même dynamique dangereuse se mettre en place. Ce que beaucoup perçoivent comme un débat technique sur les sanctions et l'aide financière est en réalité une préparation active à une confrontation militaire avec une puissance nucléaire. Derrière tout cela se trouve un autre acteur qui bénéficie de l'escalade, l'industrie de l'armement.
Alors que l'industrie automobile allemande décline et que les industries traditionnelles s'essoufflent, un plan existe pour convertir des usines fermées en sites de production d'armes. Une base industrielle affaiblie pourrait être revitalisée par des contrats militaires. D'un point de vue économique, la logique est parfaite. Mais Orbán en voit le défaut fondamental. L'Europe devrait renforcer ses propres armées, ses propres défenses, sa propre sécurité. Au lieu de cela, le plan actuel engage l'Europe à financer indéfiniment une armée ukrainienne de 800 000 soldats avec de l'argent emprunté que les futures générations de contribuables européens mettront des décennies à rembourser. Il faut comprendre que l'UE fait déjà face à une catastrophe financière. Dans le prochain budget européen sur 7 ans, 10% sont déjà réservés uniquement au service de la dette liée au Covid. Bruxelles veut désormais ajouter 20% supplémentaires pour le soutien à l'Ukraine. Cela signifie que 30% du budget total disparaît avant même de discuter de l'agriculture, de la recherche, du développement régional ou de toute autre priorité européenne traditionnelle.